Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes, tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible, vécu de l'intérieur. Bonjour. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Loane. Loane, bonjour, bienvenue. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Merci de ta présence et de ton soutien dans ce podcast. Loane, tu es autrice de plusieurs livres. Je vous les mettrai en référence dans la description du podcast. Donc, tu es l'autrice de plusieurs ouvrages. Tu as été aussi une des 6 médiums qui a été testée par Stéphane Alix dans son ouvrage Le Test. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était que cette expérience-là? Stéphane cherchait à prouver que la vie après la vie existait. Donc, lors du décès de son père, il a glissé des objets particuliers en secret dans le cercueil de son père. Il a demandé à des médiums de reconnaître ces objets. Par l'intervention, la communication avec son père passait de l'autre côté. D'accord, ok. Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu abordes ce qui s'est passé en Birmanie. Donc, tu as vécu une expérience de transcendance. Est-ce que tu peux nous partager ce vécu-là? Oui, alors je suis allée en Birmanie, justement, c'était en 2003, hein. Ça a été une année charnière pour moi où beaucoup de choses se sont mises en place. Et notamment à partir aussi de cette expérience que j'ai vécue en Birmanie, expérience complètement soudaine, inattendue, dans une période où il n'y avait pas Internet comme on l'a aujourd'hui, avec toute la communication, les informations que l'on peut trouver ici et là. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, je vais en Birmanie. À la base, en fait, je devais aller en Chine, mais il y avait le SRAS à ce moment-là. Donc, on s'est dit, plutôt qu'aller en Chine, on va aller en Birmanie. Enfin, voilà, tout est parti, en fait, de manière très, comment dire, ça s'est posé comme ça, en fait. C'est tombé un peu du ciel. Il n'y avait pas vraiment de chemin, de volonté de départ ou de voyage tracé. C'est tombé un petit peu du ciel. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, je pense que ça tombe du ciel. Et donc, nous avions prévu, donc c'était avec mon ex-mari, de visiter la pagode de Shwedagon, qui est la plus grande pagode du monde, hein. C'est une colline avec un espace à son sommet. Au centre, il y a un magnifique stupa recouvert de tonnes d'or, et puis des hôtels, des temples partout, donc sur cette esplanade. C'est immense. Et en fait, à peine arrivé à Rangoon, la capitale, enfin, si on peut dire, de la Birmanie, c'était comme comment dire, un élan, mais tellement profond que je ne peux pas faire autrement. Juste poser le sac et filer à la Shwedagon. Pas attendre l'après-midi, tranquillement, se poser. Non, il fallait y aller maintenant, quoi. C'était une évidence. Mais je ne savais pas pourquoi. Et la Shwedagon, en fait, donc, comme c'est une colline, il faut monter des escaliers qui durent un certain temps. Et pour monter à ces escaliers, on passe par un passage couvert. Donc, on ne voit pas du tout ce qui se passe en son sommet. Et quand on arrive déjà sur cette esplanade, il y a le choc de cette énergie qui nous prend tout de suite. C'est très fort. Et donc, mon ex-mari, Philippe, il avait toujours caméraman, il travaille à la télévision, réalisateur maintenant aussi. Donc, comme tout bon caméraman, il avait sa caméra, hein, ça c'est... Un caméraman ne part jamais sans sa caméra, donc il est parti faire des images. Et moi, je suis restée simplement devant ce stupa. Je me suis assise en contemplation de ce qui se passait autour de moi, toutes ces personnes qui venaient avec beaucoup de dévotion faire des prières. C'est très beau. Et donc, je me suis simplement assise devant ce stupa. Et d'un seul coup, pouf, euh, je me suis retrouvée dans l'espace et dans une immensité indescriptible en fait, parce qu'il n'y avait plus de limites et j'étais rien et j'étais tout à la fois. Et je savais que c'était fini.
J'avais plus besoin de manger, de boire, de dormir. Tous mes besoins humains étaient balayés. Je savais que c'était terminé et que tout pouvait s'arrêter là parce que j'étais arrivée au bout. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans cet état, puisque dans ces moments-là, la notion de temps disparaît aussi. Et en fait, donc c'est Philippe, en revenant vers moi, qui m'a fait revenir dans mon corps d'un coup. Mais encore une fois, on ne parlait pas de ces choses-là, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc j'ai continué ma petite visite comme si de rien n'était, en bonne touriste. Le lendemain, nous sommes partis à Pagan, qui est une plaine recouverte de temples, de pagodes. C'est un lieu extraordinaire. Et à l'époque, en 2003, donc on est en pleine dictature en Birmanie, les moyens sont très limités, il n'y a pas de touristes. Voilà, il faut remettre aussi le contexte. Donc le lieu se visitait en vélo. Et donc nous louons des vélos, je fais 3 coups de pédalier et boum, je tombe. Je tombe sur le côté et je ne peux plus bouger. J'arrive à peine à bouger les paupières pour dire à quel point je me vide complètement en fait. Donc, j'ai plus du tout de fonction musculaire. Et dans ma tête, je me dis, on est quand même en Birmanie, il n'y a pas d'hôpitaux. Je suis un peu dans une situation compliquée là. Ouais, ouais, c'est clair. Je comprends toujours pas ce qui se passe, mais bon, le fait d'être paralysée en Birmanie, je vois bien que c'est pas le truc idéal. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors du coup, Philippe arrête une voiture parce qu'il n'arrive pas à me porter, hein. Quand on est handicapé, on pèse 10 fois plus que son poids normal. Donc avec le monsieur de la voiture, ils arrivent à me charger dans la voiture. Moi, j'ai qu'une seule crainte parce que pendant que mon corps, lui, est complètement incapable de bouger, dans ma tête, ça turbine. Ah bah oui, oui, Et oui. donc ma crainte, c'est de salir les sièges du monsieur. Parce que je lui dis, il était bien gentil, ce monsieur. Je vais pas lui faire ça, le pauvre. Ah, c'est là qu'on voit à quel point notre partie matière, elle est des fois complètement décalée avec ce qui est en train de se passer. C'est clair. Et donc, on arrive au petit hôtel. Et là, il y a une dame qui travaille à l'hôtel et qui me voit. Et elle comprend tout de suite ce qui se passe. Et elle dit, je m'en occupe. Elle demande donc à ce qu'on m'allonge dans le lit, est-ce qu'on prépare du thé vert avec du sucre. Et donc, je vais être allongée comme ça sur le lit. Et elle me donne à la petite cuillère le thé vert avec le sucre. Et ça dure comme ça, un jour et demi à peu près, hein, je ne sais plus exactement, hein, ça remonte à 2003, c'était il y a 20 ans. Et ensuite, dans les jours suivants, j'ai repris progressivement. Donc, on n'a pas pu faire les visites comme on voulait. On a dû louer une charrette parce que je ne pouvais plus marcher. Enfin bon, voilà, il y a eu tout. Donc, j'ai repris possession de mon corps progressivement par la suite, mais toujours dans l'incompréhension de ce qui s'était passé. Bah oui, j'imagine. Et il m'a fallu des années pour comprendre que j'avais donc eu une expérience qu'on appelle aujourd'hui un peu d'éveil, d'illumination, si on peut dire, hein, une expérience en tout cas, et que le retour dans mon corps avait créé un électrochoc. En fait, mon corps a disjoncté tout simplement parce qu'il y avait une trop grosse différence entre l'état dans lequel j'étais, dans cette immensité, dans cette union avec le grand tout, et ce corps physique qui était finalement très terrestre, très limité. Et donc, ça a pété, tout simplement, ça a pété à l'intérieur. Et cette expérience a changé beaucoup de choses, encore une fois. Dans ma vie, j'ai souvent comme ça des moments qui font la bascule. Et là, ça a été encore une bascule, puisque c'est à partir de là où alors je faisais des études de kinésiologie. Et c'est à partir de là où j'ai rencontré donc le Reiki, qui m'allait très bien parce que ça me permettait d'aider les autres simplement avec qui j'étais et non avec des classeurs auxquels il fallait que je me référence pour pouvoir aider les autres. Je me réfère plutôt. Euh, donc, je me suis dit, c'est bon. Voilà, en fait,
À partir de là, j'ai envie de dire qu'il y a un chemin qui s'est déroulé devant moi dans l'aide à autrui et dans la possibilité d'utiliser mes capacités extrasensorielles pour aider les autres. Et les choses se sont mises en place, comment dire? C'est une équipe en fait. On pourrait dire ça comme ça. Moi, je ne suis que le chaînon incarné dans un corps de matière. Mais derrière, il y a toute une équipe invisible. Donc, nous évoluons ensemble. Et tu devances mes questions. J'allais en venir à ça. Donc voilà, tu m'avais partagé aussi, je voulais en venir sur ce côté-là, que quand tu étais revenu de ton expérience de mort imminente, tu étais revenu avec de nouveaux amis du monde invisible. Donc je ne sais pas si c'était ça que tu sous-entendais tout à l'heure. Euh, voilà, je ne sais pas comment qualifier ça, mais des amis qui t'ont aidé, qui t'ont permis de traverser tout ce que tu as traversé, qui t'ont même Oui. enseigné. En fait, l'enseignement, il est direct et il est avec eux. C'est-à-dire que donc j'ai fait cette formation de Reiki. Bon, c'est pas grand-chose, hein, c'est 3 week-ends. Hein, ça met le pied à l'étrier. Mais par la suite, ce sont vraiment les enseignants invisibles qui m'ont transmis les connaissances. Quand j'ai commencé à donner des soins, des personnes venaient avec des problématiques. Moi, j'étais complètement dépassée. Je me souviens de la première personne qui est venue avec une problématique de vie antérieure. Alors, elle me racontait les choses avec une assurance incroyable, persuadée que c'était tout à fait OK pour moi, alors que ce n'était pas le cas. Je n'avais jamais fait ça. Et derrière, j'avais l'oreillette et les aides invisibles me disaient « tout va bien, écoute nos instructions et tout va bien se passer. » Et c'est ainsi que j'ai appris, en fait, en écoutant les instructions et en expérimentant avec leur aide. Et c'est vrai qu'à chaque fois, donc, je m'appliquais à suivre ces instructions et au fur et à mesure, bah, forcément, j'apprenais. Donc c'est un véritable enseignement en fait. Oui, qui a duré des années et qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Ça fait 20 ans que ça dure. Mais c'est jamais terminé. C'est jamais terminé. C'est qui pour toi? Comment tu qualifies, finalement, à l'époque, quand tu m'en avais parlé, tu m'avais mis le nom d'ami invisible. Oui, en fait, il y a beaucoup de monde. Alors, j'essaie vraiment de plus en plus de donner un cadre à ces connexions parce qu'il me semble vraiment important euh, d'apporter aussi une forme de démystification. Plus c'est mystifié, plus c'est virtuel, plus finalement on peut aussi se faire entourlouper et ça devient du n'importe quoi. Donc j'ai quand même, même si ça ne se voit pas, peut-être, mais j'ai un bagage scientifique. J'ai fait des études de biologie animale et donc malgré tout, j'ai les pieds sur terre. Mais ça sert. C'est important en plus. C'est vraiment ce côté-là est tellement important en fait parce que voilà, oui, il faut que ça s'incarne. Il est essentiel de rationaliser. Et ça, je le dis toujours à toutes les personnes qui ont des capacités extrasensorielles, la première chose à faire, rationaliser. Arrêter de mystifier, d'imaginer je ne sais trop quoi sur les mondes invisibles. Non, on revient à du concret, à du terrain. Donc, je suis quelqu'un de terrain, donc j'aime beaucoup explorer les choses directement dans la manifestation de ces phénomènes. C'est-à-dire que je vais les chercher dans le champ vibratoire. Où est-ce que ça se situe? Ou est-ce que les connexions vont se faire sur le corps physique et reliées à quel élément physiologique?
Par exemple, le guide de vie, donc, qui est sur le côté, qui est pour la vie, il est toujours à droite sur le côté ici. Il nous suit toute la vie, donc du début de l'incarnation jusqu'à la fin. Donc c'est bien parce que c'est aussi rassurant, c'est-à-dire que quand on décède, on ne part pas tout seul, il y a toujours quelqu'un qui nous tient la main. C'est bon à savoir. Eh bien, ce guide de vie vient se brancher ici, derrière l'oreille. C'est-à-dire que c'est l'endroit où se trouve l'oreille interne qui nous sert à nous repérer dans l'espace. Et le guide de vie, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous aide à nous repérer sur notre chemin de vie. Il y a toujours une corrélation entre la fonction de l'être invisible et la fonction physiologique. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'aimerais développer en termes d'études, parce que non seulement il y a le guide de vie, mais aussi tous les guides enseignants qui viennent se placer sur la boîte crânienne à des endroits très précis et aussi au niveau de la nuque. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une étude à faire pour faire la corrélation entre la fonction, on va dire, d'accompagnement et le fonctionnement physiologique au niveau du cerveau. C'est vraiment très passionnant. Il y a aussi, par exemple, un guide que j'appelle le grand archiviste. Parce qu'à un moment, il faut inventer des noms, parce qu'il n'y a rien qui existe. Ah oui, c'est clair. Un grand archiviste, il est intéressant parce que c'est lui qui va, un peu comme un gentil fonctionnaire, un scribe, récupérer toutes les informations de nos expériences terrestres, donc au niveau de notre âme en fait, pour les transmettre à la bibliothèque universelle qu'on appelle aussi les annales akashiques. Donc il est derrière et il s'occupe de groupes d'âmes. Et il vient se placer au niveau des lombaires. Et heureusement, il y avait un médecin pendant le stage. Quand je lui ai montré où le placement se faisait au niveau des lombaires, il dit, mais bien sûr, c'est là que l'on fait la ponction lombaire. Il dit, mais c'est évident, parce que cette ponction-là, elle nous permet d'avoir tout l'historique physiologique de la personne. Et que fait ce grand archiviste? Eh bien, il va noter tout l'historique aussi du cheminement de cette personne. Donc, il y a toujours cette corrélation-là. Il y a une étude à faire, donc je lance un appel, j'en profite. Allez, Vas-y. ça fait des années que j'en rêve. J'aimerais faire une étude complète, rationnelle sur ce sujet. Ça me semble essentiel et je pense qu'avec une telle étude, on pourrait énormément avancer. Donc, il y a ces guides enseignants, il y a le guide de vie, il y a le grand archiviste. Il peut y avoir aussi des défunts qui sont passés de l'autre côté dans la lumière et qui décident de redescendre pour nous aider. Donc, ils se manifestent dans notre champ vibratoire. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, des esprits de la nature, des êtres d'ailleurs. En fait, c'est extrêmement large. Hmm. Ouais, c'est un monde très vaste en fait, hein. C'est un monde très vaste. Et dans ce monde vaste, euh, donc là on est dans le côté positif. J'imagine que aussi dans ton travail, il y a des gens aussi qui peuvent avoir ben voilà, hein, des manifestations plus négatives. Est-ce que tu peux un petit peu développer ce côté-là? Oui. euh, alors, tout est une question de fréquence. Euh, Dans le champ vibratoire, nous avons différents corps, dont ce qu'on appelle le corps astral, qui vient juste après le corps éthérique, donc qui est très très proche de nous finalement, qui est aussi appelé le corps émotionnel. C'est un corps évidemment qui est tout le temps en mouvement, parce que les émotions, ça va, ça vient. Et c'est un corps qui se présente sous la forme de points colorés, en fonction évidemment de la qualité des émotions que nous avons. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce corps astral est en résonance avec un plan de manifestation qui s'appelle le plan astral. Et dans ce plan astral, il y a toutes les manifestations, en grande partie, de tous ces êtres invisibles. Dans nos émotions, donc notre corps émotionnel, notre corps astral, nous avons un spectre de fréquences. Parce que tout fonctionne par spectre. On pourrait dire comme un spectre de lumière ou un spectre au niveau du son. Enfin, c'est la même chose, hein. C'est un spectre de fréquences. Dans ce spectre de fréquences, il y a les basses fréquences et les hautes fréquences, d'accord?
Basse fréquence, ça va être toutes ces émotions qu'on qualifie de négatives, c'est-à-dire la colère, la peur, la tristesse, toutes ces émotions finalement qui nous tirent vers le bas et qui sont dans le domaine du mal-être. Le haut du panier, les hautes fréquences, eh bien, on va voir évidemment son pendant inverse, la joie, l'amour, la sérénité, tous ces états d'être en fait qui sont dans le bien-être. De l'autre côté, au niveau du plan astral, de la même façon, il y a un spectre avec ce qu'on appelle le bas astral, les entités du bas astral, et le haut du panier, le haut astral, avec des êtres, évidemment, qui sont lumineux, alors que l'autre, on pourrait dire, dans le bas astral, on est plutôt dans quelque chose de sombre, avec des fréquences beaucoup plus basses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les choses commencent à devenir assez claires, en fait, par résonance. Quand nous sommes dans des émotions du bas du spectre de fréquence, eh bien, nous sommes en résonance avec le bas du spectre de fréquence du plan astral. Donc, avec toutes ces entités qui viennent nous enquiquiner finalement et qui se nourrissent aussi de ces émotions-là, parce que toutes ces émotions créent des émanations vibratoires qui sont en accord avec ces entités et dont elles vont pouvoir se nourrir. Ce qui crée ensuite des effets de dépendance, des liens qui se mettent en place et finalement, à un certain niveau, on pourrait dire des symbioses. Même si elles ne sont pas forcément heureuses, ces symbioses, ça crée des symbioses. De l'autre côté, évidemment, quand on est dans la joie, dans l'amour, etc., on va être en résonance avec le haut du panier, avec toutes les entités dites de lumière qui sont là pour nous soutenir et qui nous apportent un peu plus de lumière, d'éclairage, de facilité dans notre vie. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, on pourrait dire, bah oui, c'est pas juste, parce que ça veut dire qu'une personne qui a beaucoup souffert, qui est dans la tristesse, elle est vouée toute sa vie à attirer des entités du bas astral, et c'est pas jojo du tout. Et heureusement, la vie, c'est pas ça. Heureusement. Heureusement, on n'a pas qu'un seul réglage dans notre radio. Heureusement, on passe de fréquences basses à des fréquences hautes et inversement. Donc, on a toute la gamme de fréquences. D'ailleurs, on a aussi les fréquences moyennes. Ce qui nous permet en fait de pouvoir passer de l'un à l'autre et à un moment donné aussi, peut-être par un travail intérieur, de reconnaître quand ce sont des émotions de mal-être. On va plutôt appeler ça comme ça que des émotions négatives, des émotions de mal-être. Prendre une distance avec ces émotions. Ça ne veut pas dire les couper, au contraire, il est important de vivre le cycle jusqu'au bout parce que sinon, ça fonctionne en disque rayé. Donc, on laisse le cycle aller jusqu'au bout, mais on ne se laisse pas attraper. On ne se laisse pas embarquer par l'émotion parce que là, on peut faire plusieurs cycles même, ça ne s'arrête plus. Juste, on prend ce point de distance, on regarde ce qui se passe, on observe et après on passe à autre chose. C'est une information. Ce n'est que de l'information. C'est vraiment ça, c'est vraiment intéressant d'avoir justement ton expérience par rapport à ça, parce que tu as décortiqué pour pouvoir enseigner finalement toutes ces voilà aux gens qui viennent dans les stages que vous organisez, et je trouve ça vraiment chouette d'avoir ce parcours-là. C'est une autre question, comment tu as utilisé finalement ça pour toi dans ton parcours? Ah, mais toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, n'est-ce pas? J'ai la chance d'avoir un mari qui est médium. Les couples sont là, les couples sont là pour grandir ensemble, c'est très juste. C'est vrai. Oui, pour ça, c'est toujours plus difficile, même si, évidemment, ça m'a permis d'avoir une compréhension beaucoup plus vaste de mon histoire et de ce qui m'arrivait et de ce qui m'arrive d'ailleurs toujours. Évidemment, quand j'ai un problème, je demande de l'aide parce que je sais qu'ils sont là, ça aide aussi. Voilà. Plutôt que de rester enfermée dans ma misère, et ben, je sais que je peux redresser la tête et qu'ils sont là pour m'aider.
Euh, oui, c'est très important en fait de demander. Très, très important. On oublie trop souvent, je trouve. Il faut savoir que, par exemple, notre guide de vie, c'est un partenariat. Oui, c'est un ami, c'est un partenariat. Et donc, lui, il apprend aussi à travers notre cheminement. Et quand nous faisons un pas pour nous-mêmes, bah, il en fait un pas aussi de son côté. On avance ensemble. Hmm, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Tu sais, moi, quand j'ai fait mon expérience de mort imminente, cet être lumineux, que beaucoup vont qualifier d'être de lumière, d'ange, suivant les croyances des uns et des autres, pour moi, ça a toujours été une évidence que c'était une partie de moi-même. Hein, et je pense que c'est vraiment ce que tu mets sous ce partenariat-là de guide personnel. Et oui, il y a vraiment pour moi, c'est un intermédiaire en fait. Hein. Voilà, quand je demande de l'aide, je passe par cette partie-là, quoi. Voilà, Après, il y a deux choses, hein. Il y a le guide de vie qui est complètement une âme autonome, indépendante. Euh, il y a ma propre âme. Oui, tout à fait. Ça, c'est important aussi parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément conscience qu'il y a cette part d'eux-mêmes qui est là, qui est vivante Et et que qui a tu besoin de montres. s'exprimer aussi. C'est un audio, mais les gens ne voient pas. Moi, j'étais Voilà. en vidéo, mais tu montres vraiment ça dans la cage thoracique. Hein. Oui, c'est là L'âme, qu'il elle est se passe. profondément à l'intérieur. Oui. Et puis, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une manifestation de soi-même. Euh, comment on pourrait dire? Non, qui est au-delà de tout, qui est aussi présente. Mhm. Et qu'est-ce que tu mets là derrière cette manifestation de soi? Elle représente quoi? C'est comme une part de soi qui est déjà réalisée. Hmm. Hmm. Ok, ouais, ouais, Et donc qui sait, Celle qui sait, ouais. Hmm. au-delà de l'âme, parce que l'âme, elle va se référer à ses différentes vies, à toutes ses expériences, et voilà, elle va pouvoir avoir des repères dans sur ce fil du temps. Alors que cette part qui est lumineuse, qui est là aussi, qui est déjà réalisée, elle est au-delà. D'où l'importance, et c'est ça où j'aime dans le mot utilisé de partenaire, parce qu'effectivement, c'est un réel partenariat et c'est un vrai apprentissage. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été un vrai apprentissage de créer ce partenariat-là, de Oui, mettre comment je vais dire ça, c'est ouais, de mettre en mouvement ce partenariat et d'avoir confiance de faire l'expérience plusieurs fois pour voir comment ça peut m'apporter. C'est pour ça que je te pose aussi la question, ah, qu'est-ce que alors ça a après, le apporté, tu vois? partenariat, il est... oui, 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 mon guide de vie communique beaucoup ensemble. Euh, mais c'est-à-dire que je n'ai pas que les oreilles, en fait. Hein. Je vois, je ressens, enfin, j'ai toute la panoplie, donc j'ai la chance de pouvoir communiquer avec lui comme avec une personne incarnée, en fait. Hein. Il y a pas voilà, voilà, comme avec les autres aussi, puis d'autres qui peuvent se manifester. Euh, donc, au quotidien, je dirais que c'est à la fois positif dans le sens où, en effet, où il y a toutes ces communications avec tous ces êtres qui soutiennent. Et parfois, franchement, c'est dur aussi, pour être honnête, parce que j'ai un niveau de sensibilité où je perçois des choses dont je me passerai, notamment sur les autres, de manière générale. Quand je vois des choses, notamment des entités qui sont vraiment moches, parce qu'il y en a aussi, hein, et qui n'ont pas du tout envie d'être révélées sur quelqu'un, très souvent, ces entités-là, bêtement, moi je trouve ça stupide, mais bon, elles ont un fonctionnement où elles viennent m'attaquer. Je leur dis, écoutez, moi je vais rien vous faire, pas de raison de m'attaquer, hein, vous allez un peu fort.
Mais c'est une réaction comme ça, un peu comme un animal, en fait, hein, qui va tout de suite essayer de mordre. Instinctif peut-être. Ouais. Donc, bon, moi, voilà, j'en ai un peu marre d'être attaquée aussi, hein, il faut être honnête. Et puis parfois aussi, très souvent même, j'ai beaucoup de défunts qui demandent de l'aide. Alors des fois, c'est bien, puis des fois, c'est pénible, hein, faut être honnête, parce que ça vient toucher ma vie privée. Euh, Par exemple, bah, quand je suis partie, je pensais des ans parce que c'était très, très manifeste là. Je suis partie 5 semaines en campervan en Australie en 2012. Alors moi, je m'étais dit, super, l'Australie, c'était mon rêve d'adolescente. Donc j'étais en joie. Les kangourous, les koalas, les dauphins, youpi. Eh ben non, jamais. Enfin, je les ai vus aussi, mais j'ai fait 5 semaines de passage d'âme. Et c'était pas drôle. Et c'était pas drôle parce qu'à chaque fois, en fait, les défunts mettent le médium dans l'état d'être dans lequel ils sont partis. Et donc là, c'était des troupes, des groupes d'aborigènes qui venaient demander de l'aide, donc partis dans des conditions de souffrance absolument épouvantables. Donc je me retrouvais submergée avec du désespoir extrême, vraiment extrême, de la colère. Euh, c'est épuisant. Et puis, deuxièmement, bah, c'est pas des vacances, quoi, hein. Et aussi, alors la difficulté avec l'Australie, et ça, c'est intéressant aussi par rapport aux médiums, je pense, qu'ils peuvent écouter, euh, c'est qu'il y a une sorte d'omerta, c'est-à-dire que les aborigènes, ça n'existe pas, leur souffrance, ça n'existe pas, on n'en parle pas. Donc, je percevais des choses, je percevais qu'ils étaient chassés comme des animaux, je percevais beaucoup de choses. Et à chaque fois que j'essayais de poser des questions, bah, des blancs, parce qu'il y a plus grand monde, hein, dans l'Ouest australien, et ben, hop, ça n'existe pas. Donc, quand on est médium, c'est très déroutant, en fait, de ne pas avoir de réponse, parce qu'on a besoin d'une validation concrète. Et donc, pendant tout le voyage, j'ai noté sur un calepin les questions que j'avais posées par rapport à ce que je percevais. Et à la fin du voyage, au bout de 5 semaines, heureusement, je suis allée dans un centre aborigène qui n'était pas donc, un centre touristique, attrape-touriste pour pas dire, mais vraiment pour la valorisation de la culture aborigène, où j'ai pu rencontrer des gens justement qui n'étaient pas dans la souffrance, qui étaient équilibrés, qui pouvaient en parler, parce qu'ils étaient eux-mêmes aborigènes d'ailleurs. Et là, ils m'ont répondu à toutes mes questions. Ça a validé à 100% tout ce que j'avais perçu. Et ça, c'est très, très important. Très, très important. La validation, toujours un côté rationnel, dans le concret, dans la réalité. Mais donc voilà, donc ces perceptions, c'est formidable, mais ça peut être aussi parfois assez difficile, assez lourd à gérer. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est un apprentissage. Et ça C'est un prend des années. Et ça prend des années. Et même si parfois, c'est pénible, on se dit, bah voilà, il y a un passage d'âme à me faire, et ben on va le faire, et puis voilà, et ce sera réglé. Après tout, ces âmes sont là peut-être depuis, je sais pas, 100 ans, parfois des milliers d'années, hein, coincées. Et ben enfin, elles trouvent de l'aide. Ben, c'est super pour elles. Alors, bah voilà, faut le faire comme une célébration. C'est comme ça. Et quand est-ce que je trouve ça super intéressant parce que souvent on parle pas de ce côté-là et moi j'aime bien aller là où on va pas en fait. Parce que bah voilà derrière le médium en fait il y a un apprentissage qui et tu le décris très très bien qui dure des années pour comprendre, pour apprendre à co-créer avec ces manifestations en fait, hein, et puis pour trouver son équilibre là-dedans. Parce que cet équilibre du médium, parce qu'on parle de ça, mais en fait de ses perceptions, parce que ça vient bien au-delà, c'est des informations qu'on reçoit en fait. Hein, donc on n'a pas forcément cette étiquette-là, mais on peut recevoir ces informations-là. Et qu'est-ce qui t'a permis de trouver l'équilibre? Est-ce que tu l'as trouvé? Et qu'est-ce qui te permet dans ton quotidien, parce que ça peut être intéressant pour les gens qui ont ces perceptions-là, Oui. qu'est-ce qui t'a permis dans ton parcours, qui a commencé depuis, qui a toujours été là en fait, mais voilà, qu'est-ce qui t'a permis justement d'intégrer, parce que l'intégration, elle prend
j'allais dire une vie, mais Ouais, probablement, probablement. Mais voilà, mais en sur tout le cas début. en tout cas d'être justement, en tout cas de pouvoir aussi avoir une vie terrestre, voilà, La première sereine, chose à faire, sereine en fait. la première chose à faire quand on est médium, il y a une seule chose, apprendre à se connaître. Parce que apprendre à se connaître, c'est ensuite être capable de faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre ou à de la féminologie diverse et variée. C'est la première chose. Et ça passe par des temps de silence avec soi-même. Et là-dessus, je pense qu'on On peut pas y peut échapper. pas y échapper. C'est essentiel. D'abord, être une bonne compagnie pour soi-même, avec soi-même. Et donc, apprendre à se connaître en se rencontrant, même dans ses profondeurs, même là où c'est pas agréable, on n'est pas très fier. C'est important de très, très, très bien se connaître. C'est la première chose. Hmm. Est-ce que tu as cette impression finalement que peut-être que toutes ces expériences, c'est ce qu'elles sont venues nous apporter? C'est un enrichissement incroyable. Hmm. C'est d'apprendre finalement à se trouver. À se trouver, mais c'est même au-delà de ça, en fait, parce que c'est une perception du monde et de la manifestation, si l'on peut dire, de l'univers, parce que c'est tellement vaste, visible, invisible, ici, là, à un moment donné, c'est tellement vaste. Ça permet d'avoir un autre regard sur la vie, je crois, surtout. Alors, un regard avec peut-être plus de sagesse, d'une certaine façon. Un regard moins égocentré et anthropocentrique aussi, hein, C'est clair, mais c'est clair. Ça nous remet à notre juste place en fait, hein. On est complètement. on est tellement tout petit par rapport à tout ça. Moi, j'ai juste l'impression d'effleurer, tu sais. Oui, mais c'est ça, Tellement, c'est tellement tellement ça. immense. Et, euh, et c'est vrai que parfois, je plaisante un peu avec ça parce que j'étais destinée à faire de la recherche en biologie. Et finalement, je fais de la recherche en phéménologie, on pourrait dire ça comme ça. Je ne Phénoménologie. sais même pas s'il y a de termes encore existants pour décrire cet espace tellement vaste. Et quelque part, je me dis, mais peut-être que je me serais ennuyée en bio, hein. Parce que là, c'est une exploration sans fin. C'est tellement immense. Il y a tellement à faire. On en est juste au début. Je pense que ces deux mots, en fait, qui sont la biologie, en fait, c'est l'infiniment petit. C'est Oui, très vaste aussi. oui, Et puis, ces mondes invisibles, c'est aussi tellement vaste. oui. Et d'ailleurs, ça se rejoint. Exactement. D'ailleurs, ça se rejoint. Mais c'est passionnant et c'est aussi important d'avoir cette humilité-là, d'être conscient que ce que l'on sait aujourd'hui, c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment juste le début. Il y a encore tout à faire. D'où l'importance aussi de transmettre aux plus jeunes, parce que c'est eux qui vont continuer, hein. Il est important de leur donner des bonnes bases pour qu'ils puissent ensuite prendre le flambeau et poursuivre plus loin les recherches. Bien sûr, et de surtout pas fermer ces mondes-là. Parce qu'ils Non, sont là chez les enfants et justement d'essayer de garder le plus possible, même si chacun a son parcours à faire. Mais ah, on a besoin des jeunes, hein. oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair, en tout cas, oui, je trouve, voilà, est-ce que tu as envie, voilà, pour terminer, d'ajouter quelque chose sur finalement tout ce parcours, tout ce que tu as vécu et surtout, ben, finalement, ce que ça t'a ouvert au niveau bah, conscience et
Hum, c'est une bonne question. Euh, j'ai envie aussi de parler d'universalité, parce qu'on ne l'a pas encore abordé, je me rends compte, là ça me vient spontanément, et que finalement cette façon d'appréhender le monde et la vie est universelle. Nous la retrouvons chez tous les peuples, partout sur la planète. Et même si nous avons des cultures différentes et donc d'autres façons de retranscrire ce qui est perçu, fondamentalement, nous avons tous ces expériences. Nous faisons tous ces rencontres incroyables avec différents phénomènes. Et quelque part, je dirais, c'est aussi ce qui nous relie, nous, tous les humains sur Terre. Et même pas que les humains, même les animaux. On dit bien que les moineaux, les dauphins et même les Tout ce qui est éléphants sont vivant, psychopompes. tout ce qui est vivant, à mon Tout avis, hein. ce qui est vivant. Exactement. Et à travers cette compréhension et cette connexion, on a accès à toute la création. Et on fait un avec toute la création. Il n'y a plus de différence. C'est très beau comme conclusion. Mm. C'est vraiment très beau et je te remercie vraiment de ta disponibilité et de ta participation. Merci beaucoup, Loane. Ben, merci. Merci Audrey de permettre à ce que cela existe. Merci. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.